Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout de suite les titres. La situation à l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle s'est prononcée finalement. Ce jour 3 mai, journée liberté de la presse, vous suivrez dans ce journal quelques activités et entrées à cette journée. Assassinat hier d'un commerçant dans la ville de Difa, il s'appelle Baklou. Il a été tué devant sa porte par des individus armés qui étaient sur une moto. C'est le premier cas de tuerie que la ville de Difa vient d'enregistrer. Je vous propose de suivre le témoignage de quelques habitants de Difa invités au téléphone. Il a été froidement abattu par des individus armés qui étaient sur une moto. La scène s'est produite entre la prière du Maghreb et d'Isha. Ils l'ont tué à la devanture de sa maison. Ils ont tiré 4 à 5 balles. Dans la ville, tout est calme. Les gens se sont repliés dans leur maison. Moi-même qui te parle, je suis actuellement à la maison. Les boutiques sont fermées. C'est pour la première fois que la ville de Difa a connu ce genre d'actes barbares. Mais on aurait appris qu'un tel cas s'est passé il y a longtemps dans un village au sud-est de Difa. Et les habitants du village ont vécu une situation pareille. C'est Baklou qui a été assassiné par des individus. Moi, j'ai même entendu le coup de feu. On a eu peur. Nous sommes tous à la maison, car c'est une situation que nous n'avons jamais connue. Il a été tué juste après la prière du Maghreb. Les assaillants étaient à moto. Ils l'ont tué et ils ont pris la fuite, car il n'y avait pas de force de sécurité à cet endroit. Aujourd'hui, 3 mai, le monde entier commémore la Journée internationale de la liberté de la presse, entre autres activités organisées au Niger, citant la déclaration de la Maison de la Presse rendue publique ce matin. Dans celle-ci, les organisations membres de la Maison de la Presse ont évalué la situation de l'exercice du métier de journaliste dans notre pays. Synthèse, Ibrahim Tikiré et Halidou Bourema. Il est devenu une tradition pour la Maison de la Presse de rendre publique une déclaration penché sur la situation de la liberté de la presse au Niger. Dans une déclaration lue par le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, des constats ont été relevés dans le cadre de l'exercice du métier si noble du journaliste. Nous avons un peu relevé que la liberté de la presse, même si elle est une réalité dans notre pays, parce qu'il faut quand même dire qu'au plan africain, nous sommes 4e après, nous sommes bien placés, nous sommes 4e après la Namibie, le Cap-Vert et le Ghana. Néanmoins, il y a quand même quelques difficultés à arrayer. Et à cela, nous avons attiré l'attention des uns et des autres, notamment nos dirigeants, qui, en violation flagrante de la loi, ont emprisonné, ou du moins ont arrêté pendant plusieurs jours, environ une dizaine de journalistes entre janvier et février. Ça, ce sont des choses de nature à discréditer le Niger, parce que c'est en violation, comme je l'ai dit, flagrante de la loi. D'autre part, nous avons constaté aussi d'autres dispositions de la loi qui sont de façon récurrente violées, notamment en ce qui concerne le droit de rectification et le droit de réponse. Vous avez dû constater que beaucoup d'intervenants réagissent ou rectifient sur d'autres médias alors que la loi même est claire. C'est le média qui a suscité la réaction, c'est seulement là-bas qu'on doit exercer son droit de réponse ou de rectificatif. Mais de façon régulière, vous avez dû constater que nos dirigeants, il suffit d'être critiqué ou bien une information sort dans un secteur, dans un média privé, pour qu'il s'accapare des médias d'État pour donner de la réponse. C'est une violation flagrante de la loi, c'est puni, y compris, on peut même donner, il y a même des amendes qui sont fixées de 250 000 à 500 000 francs. Et en plus, on peut
la victime, donc le média qui est victime, peut exiger même des dommages, donc des réparations. Donc cela est récurrent dans notre métier. Donc c'est à cela que nous avons appelé le ministre de la Communication, qui est quand même le ministère de tutelle, afin que le gouvernement ou les dirigeants arrêtent ces agissements qui ne feront que reculer le Niger. Mais d'autre part, nous avons aussi interpellé nos confrères, les mauvais journalistes, à arrêter aussi leur mauvais comportement. Parce que si on ne peut pas faire du professionnalisme, il vaut mieux changer de métier. Parce que le Niger est arrivé aujourd'hui à un stade où on ne doit plus reculer, moi je pense. Très préoccupé par la situation politique de notre pays, dont les médias ont un devoir de neutralité, la Maison de la Presse a lancé un appel à la modération des différents protagonistes. Nous avons lancé un appel vivant pour qu'ils arrêtent d'instrumentaliser les journalistes, parce que nous avons constaté, que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, une instrumentalisation à outrance des journalistes et des médias, surtout en ces périodes de crise multiforme, multidimensionnelle, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des crises un peu partout. Il y a beaucoup de foyers de tension aujourd'hui au Niger, et si les journalistes ne font pas attention, ils vont nous conduire là où il ne faut pas. Donc c'est pour cela que nous disons aux premiers responsables de ces manipulations, la classe politique, d'arrêter d'instrumentaliser les journalistes. En marge de cette déclaration de la Maison de la Presse dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse, le ministre de la Communication a réaffirmé l'engagement du gouvernement à respecter la liberté de la presse au Niger. Aussi, le programme PDF a procédé à la proclamation des résultats de la deuxième édition du concours de production du magazine radio intitulé Goni Daga Karkara, et c'est la radio Amfani Niamey qui a remporté le premier prix au niveau des radios privées. Toujours dans le cadre de la célébration de ce 3 mai et de la journée de la presse, l'ANEPI a organisé ce matin une conférence débat sur l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse, une thématique développée par un magistrat et le médiateur de la presse. Compte rendu Ibrahim Tikiré et Halidou Brema. Portée et limite de l'ordonnance numéro 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse, c'est le thème d'une conférence débat organisée par l'ANEPI. Devant les confrères, un magistrat et le médiateur de la presse. Chacun a dans son champ d'intervention situé la responsabilité sociale du journaliste dans le cadre de l'exercice de son métier. Le conférencier Ali China, magistrat de son État, de s'apaisantir sur le bilan des 4 ans de mise en œuvre de l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse au Niger. Dans son essence, cette ordonnance, elle a dépénalisé le délit commis par voie de presse, comparativement à l'ordonnance de 99, qui elle avait prévu par exemple le placement sous mandat de dépôt, l'emprisonnement, des peines d'emprisonnement de 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus. Beaucoup d'articles, par exemple de l'article 45 à 79 de l'ancienne ordonnance ont été charcutés. Et donc cette ordonnance n'a retenu que le délit de diffamation et celui de l'injure. Alors, le but de cette conférence ce matin, dont l'ANEPI m'a invité au nom du SAMA à présenter à vos confrères et consoeurs, c'est pour que les journalistes puissent connaître véritablement la portée et les limites de cette ordonnance, pour qu'ils puissent savoir véritablement à quoi s'attendre lorsqu'ils écrivent ou lorsqu'ils tiennent des propos. Parce que trop de liberté tue la liberté. Nous sommes dans un État démocratique. La presse joue un rôle essentiel dans l'édification d'un État de droit. Elle joue un rôle crucial dans le renforcement de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, de par ces actes, quand on regarde, le Niger a reculé de 4 points du point de vue du classement mondial au plan international. Quelque part, les raisons, il faut les rechercher. Peut-être c'est du côté des gouvernants, peut-être aussi du côté du comportement du journaliste lui-même. Parce qu'il doit se dire qu'il a une responsabilité qui pèse sur ses épaules quand il s'agit de rechercher l'information, de la traiter et de la diffuser. Il faut faire extrêmement attention à ce que on dit, parce que aujourd'hui je regarde un peu du côté d'un pays africain, la radio Milkolil. Alors il ne faut pas que ce genre de choses nous arrivent au Niger. Il faut prendre la mesure de ce qu'on dit souvent. Il faut s'entourer de précautions avant de livrer une information. Parce que je peux me dire, demain, même au cas où
je ferai l'objet d'une poursuite judiciaire, eh bien moi, en tant que journaliste, j'ai des preuves tangibles qui peuvent étayer, qui peuvent asseoir la conviction d'une juridiction, même au cas où je serai poursuivi. Et c'est ça le bon journaliste. Dans leurs interventions, les participants ont apprécié cette conférence de débat sur un thème crucial et déterminant dans l'exercice des professionnels des médias. Proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par les Nations Unies en 1993, le 3 mai permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Un tout nouveau syndicat vient de voir le jour, c'est le syndicat des journalistes et assimilés du Niger, SIJAN. Il est affilié à la Confédération nigérienne du travail, CNT, et c'est à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse que le syndicat a organisé son premier congrès statutaire au siège de la CNT ce matin. Précision avec Youssouf Omar et Cheikh Bouguissou. SIJAN, le syndicat des journalistes et assimilés du Niger, est né. Il débute ses travaux ce samedi et le choix du jour n'est pas fortuit. Pour nous, il s'agit de joindre l'utile à l'agréable, ou l'utile à l'essentiel, j'allais dire, pour fortifier et renforcer le cadre de concertation au profit des journalistes. En cette journée solennelle et forte de sens de la liberté internationale, de la célébration plutôt de la liberté de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée sur le plan international. Le SIJAN est un syndicat ouvert à tous les journalistes et journalistes assimilés. Entendez par là les techniciens de l'information et de la communication aussi, afin de créer une synergie d'action indispensable à la défense des intérêts matériels et moraux de ces militants. Le souci majeur qui priorise et légitime notre lutte, c'est la quête effrénée d'un environnement sain de travail pour tous les journalistes. C'est un syndicat affilié à la Confédération nigérienne du travail. Un accueil chaleureux lui est réservé dans sa désormais centrale syndicale. Votre structure a sa place à la CNT parce que au niveau de la presse privée, vous êtes confronté à d'énormes difficultés. Absence de contrat de travail, salaire, bas salaire, sans protection sociale pour certains. Il va de soi que un cadre se crée pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. La vision du ministère de la Communication par rapport à la création du jeune syndicat est toute positive. L'arrivée d'un jeune syndicat dans le paysage de la communication est toujours une bonne chose, en ce sens qu'elle permet non seulement une pluralité syndicale, mais aussi et surtout permet d'étoffer le mécanisme de renforcement de la défense des seuls intérêts professionnels des journalistes. Le SIJAN se met dans le rang des autres syndicats des journalistes pour exiger, entre autres, l'application de la convention collective interprofessionnelle. Et puis, à l'occasion de cette journée internationale de la liberté de la presse, des élèves de plusieurs écoles de la ville de Niamey sont allés présenter leur encouragement aux journalistes de la presse nigérienne qui agissent en faveur de l'éducation. C'était au siège du réseau des journalistes pour l'éducation et le développement, RINJED. Compte rendu, Michel Deji et Sadoudoumi. Il s'agit pour ces scolaires, à travers cette visite, de rendre hommage aux acteurs du RINJED et du REGEA pour leurs efforts inlassables au profit de la population nigérienne en général et les enfants en particulier. Occasion également pour eux de remettre officiellement des messages de reconnaissance et de soutien au président du RINJED pour son engagement à œuvrer en faveur de leur épanouissement. Messieurs et mesdames les journalistes, le 3 mai de chaque année est célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont participé pleinement au processus de développement dans toutes les situations. Le thème de cette année est « La liberté des médias pour un avenir meilleur », contribué à l'agenda post-2015. Monsieur le Président,
Nous sommes très heureux de constater que vos structures sont déjà en avance sur cet appel de la communauté internationale. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité pour vous féliciter et vous encourager pour ce noble combat que vous menez pour la promotion de l'éducation, de l'accès à l'eau potable et des questions d'hygiène et d'assainissement. Tous ces combats pour un seul objectif, donner le sourire aux lèvres à tous les enfants du Niger. Monsieur le Président, merci. Vive le Ranchet, vive le Régia, vive la presse nigérienne. Des mots d'encouragement bien accueillis par leurs bénéficiaires. C'est vraiment un agréable plaisir aujourd'hui de recevoir les enfants. Et nous sommes très heureux, comme vous l'avez dit, les enfants, de constater que c'est vous-même qui comprenez l'importance du combat que nous menons dans le cadre de la promotion de l'éducation, de l'accès à l'eau et des questions d'hygiène et d'assainissement. Et au Niger, il faut le dire, la presse nigérienne est en train de faire un travail formidable et participe pleinement au processus de développement de ce pays. Vous l'avez dit, le thème de cette année, c'est la liberté des médias pour un avenir meilleur, contribuer au développement de l'agenda 2015. Et c'est ce que nous faisons depuis plusieurs années. Et je vous informe également que les objectifs du millénaire pour le développement OMD complètement qui avaient échoué, et maintenant la vision c'est d'aller vers le post-agenda 2015. Et 2015, je vous informe que la réunion de la communauté de bailleurs de fonds qui s'est tenue à New York en février dernier a également réitéré l'implication de la presse sur le plan international, mais également la société civile pour participer pleinement au débat. Le président du Ranjet a enfin rassuré ces jeunes scolaires que sa structure reste toujours déterminée à continuer son noble combat en faveur du mieux-être des populations nigériennes à travers ses actions de développement. Les locaux du bureau annexe au ministère de l'Intérieur ont servi de cadre ce samedi à la première réunion tripartite Mali-Niger-UNHCR. Cette rencontre s'est penchée sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens au Niger. Les trois parties ont abouti à la signature d'un accord sur ce sujet et un communiqué final a sanctionné la réunion. La délégation du gouvernement du Niger est conduite par son Excellence M. Massoudou Hassoumi, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. La délégation du gouvernement du Mali est conduite par son Excellence, le général Sada Samaké, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, est conduite par M. Ousseini Kompaoré, représentant de l'UNHCR. L'ordre du jour et la liste des participants figurent en annexe. Dans leur discussion, les délégations ont fait les constats suivants. L'accueil chaleureux réservé par les autorités nigériennes et le peuple nigérien à leurs frères maliens dès le début de leur arrivée jusqu'à ce jour. Les réfugiés maliens au Niger continuent de bénéficier de l'asile, de la protection et de l'assistance accordée par le gouvernement du Niger avec l'appui du HCR et de l'ensemble des partenaires humanitaires et de développement. Les développements positifs enregistrés au Mali depuis la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou, qui a rendu possible la bonne tenue des élections présidentielles et législatives en 2013. L'engagement du gouvernement du Mali dans ses efforts de consolidation de la paix et de la sécurité sur l'ensemble de son territoire, la réconciliation nationale et le développement des régions du Nord avec l'appui de la communauté internationale. Les mouvements importants de retour des personnes déplacées internes vers les régions de Gao, Tombouctou, Mopti et Kidal. Les mouvements progressifs de retour spontané des réfugiés maliens en provenance du Niger. Prenant acte de ces constats, les trois délégations conviennent et recommandent ce qui suit. Le respect du caractère volontaire du rapatriement dans la sécurité et dans la dignité pour ceux qui optent pour le retour. Le gouvernement du Niger s'est engagé à garantir l'asile et la protection internationale pour ceux qui n'auraient pas encore opté pour le retour, ainsi qu'aux nouveaux réfugiés maliens. Le gouvernement du Mali s'est engagé à poursuivre les efforts de sécurisation et d'amélioration des conditions de vie dans les zones de retour du Mali, du Nord Mali. L'accord tripartite signé ne doit pas être interprété comme une cessation du statut de réfugié
ou être utilisé comme un moyen coercitif pour forcer les réfugiés à rentrer au Mali. Les délégations s'engagent à mettre en place, dans un délai d'1 mois, la commission tripartite et le groupe de travail technique. L'UNHCR réitère son engagement à soutenir les efforts en cours au niveau des gouvernements des deux pays en vue de la réalisation effective du processus du rapatriement volontaire des réfugiés maliens au Niger dans la sécurité et dans la dignité, en coopération étroite avec les deux gouvernements du Niger et du Mali. Le HCR exercera son rôle de supervision et de coordination de l'opération de rapatriement volontaire ainsi que de la réinsertion effective dans les zones de retour. À l'issue de cette première réunion tripartite, les 3 délégations ont signé l'accord tripartite pour le rapatriement volontaire des réfugiés maliens vivant au Niger. Les délégations se félicitent de la bonne coopération entre les gouvernements du Niger et du Mali dans la recherche de solutions durables aux problèmes des réfugiés maliens au Niger. Les chefs des délégations du Mali et de l'UNHCR ont exprimé leur vif remerciement au gouvernement du Niger pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé pendant leur séjour au Niger. La première réunion de la commission tripartite Mali-Niger-UNHCR aura lieu le 3 juin 2014 à Bamako, au Mali. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du Mali a invité son homologue du Niger à effectuer une visite de travail au Mali. L'invitation a été acceptée avec plaisir et ses modalités seront déterminées par voie diplomatique. Saisi par un groupe de députés de la majorité relativement à l'application des dispositions de l'article 89, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt hier, 2 mois après avoir statué sur la requête. À la majorité, tout comme à l'opposition, on crie à la victoire. Le point avec Hassan Saleh Mustafa. Blocage à l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle s'est prononcée enfin. Saisie par un groupe de 17 députés de la majorité, relativement à l'application de l'article 89 alinéa 1 et 2 qui stipule que la composition du bureau de l'Assemblée nationale doit refléter la configuration politique de cette institution. Une requête minutieusement examinée par la Cour à son audience de 2 mai 2014 qui dit que le groupe parlementaire ne peut faire obstacle à la liberté de candidature des députés qui le composent. La composition du bureau de 11 membres élus sur 13 prévus ne reflète pas la configuration politique de l'Assemblée nationale. Nécessairement, les 2 membres restants doivent être élus conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dit la Cour. La Cour qui vient donc d'éclairer les choses, l'opposition parlementaire se réjouit. La Cour a dit que les 11 membres ne reflètent pas la configuration du bureau tel que décrit par la Constitution. C'est une bonne chose. De ce point de vue, nous avons gagné. La deuxième chose, c'est que le processus doit continuer. Là également, nous avons gagné. Pour nous, c'est les 2 points essentiels. Et je crois que de ce point de vue, la Cour nous a donné raison. Le reste, ce n'est pas essentiel. Ça implique que les 11 membres ne reflètent pas la configuration du bureau et par conséquent ces 11 membres ne peuvent pas faire fonctionner le bureau comme eux ils l'avaient souhaité. Or l'origine du blocage venait de cela. Ils avaient demandé à ce qu'on convoque le bureau à partir du moment où les 11 membres sont élus pour que les 11 membres puissent continuer. Parce que pour eux le bureau c'est une question d'arithmétique. À partir du moment où on a la majorité, ils peuvent faire fonctionner. C'était là l'origine du blocage. Le président et nous-mêmes avons dit que ce n'est pas une arithmétique, le bureau, c'est une composante, c'est une description qualitative à représentation des forces politiques dans l'hémicycle. La majorité parlementaire également clame victoire. Pour vous rappeler, quand nous avons dit que les candidats ne peuvent pas, la majorité absolue, le règlement intérieur dit pour qu'un candidat soit élu, au premier tour comme au deuxième tour, il doit nécessairement avoir ce qu'on appelle la majorité absolue, c'est-à-dire 57 voix. Le cas que nous avons aujourd'hui en litige, c'est qu'il y a eu, par exemple, un poste où il y a eu 2 tours et le candidat n'a pas requis la majorité absolue. Ici, cette fois-ci, c'est clair, dès que vous n'avez pas la majorité absolue aux 2 tours, vous êtes d'office écarté. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas revenir, mais cela ne veut pas dire également que vous allez empêcher d'autres candidatures.
vous pouvez avoir plusieurs candidatures. Ça a été toujours notre position pour démocratiser le vote au niveau du bureau de l'Assemblée. Et je pense que la Cour a tranché définitivement, et c'est à son honneur et également pour la clarté de la jurisprudence dans notre pays. Troisième disposition dit qu'en application de l'article 89.1 de la Constitution, le bureau composé de 11 membres élus sur 13 prévus ne reflète pas la configuration politique de l'Assemblée nationale. La Cour également a dit, nous avons demandé à la Cour que nous sommes 11 élus, nous pouvons donc continuer à travailler. La Cour a dit non, vous ne pouvez pas travailler parce que le bureau est composé de 13 membres et ce sont ces 13 membres qui constituent le bureau. L'arrêt numéro 004/CC/MC du 2 mai 2014 vient donc édifier les députés nationaux. Les deux camps vont-ils prendre en compte les conclusions de l'arrêt de la Cour pour doter l'Assemblée d'un nouveau bureau? À l'allure où vont les choses, la plénière qui reprendra en principe ce lundi 5 mai risquerait d'être tendue entre l'opposition et la majorité. Les éléments de force de défense et de sécurité détachés au domicile du président de l'Assemblée nationale pour assurer sa sécurité ont été affectés sans l'avis de Hamamadou, selon ses explications. C'est ce qui a suscité la réaction du président de l'Assemblée nationale à travers un point de presse ce samedi pour exprimer son inquiétude. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa. Le président de l'Assemblée nationale dans le viseur du ministère de l'Intérieur depuis le retrait de son parti Lumana de la mouvance présidentielle le 5 octobre dernier. Après la réduction des éléments de sa sécurité récemment, cette fois c'est presque l'ensemble des éléments détachés à son domicile pour assurer sa sécurité qui ont été changés à travers des notes de service dont une de la garde nationale en date du 2 mai 2014. Une décision qui a fait réagir le président de l'Assemblée nationale, Hamma Amadou, qui ne cache pas son inquiétude. Après tout, la sécurité d'un homme dépend de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la retire. Et si quelque chose doit vous arriver, nulle force au monde ne peut l'empêcher si Dieu l'a décidé. Mais entre humains, il y a des pratiques pour apaiser ses peurs et ses inquiétudes. Et la garde rapprochée sert à cela en réalité. Mais puisque c'est la pratique, on doit laisser le président de l'Assemblée nationale, comme les autres chefs d'institution, choisir librement ceux qui doivent assurer sa protection. Hier soir, vers 17h, m'est parvenu des décisions d'affectation de l'ensemble des corps qui me restaient. Et par décision concomitante à la fois du haut commandant de la garde nationale et du directeur général de la police. À l'évidence, ils ont été instruits pour le faire. Mais dans quel dessein? Sans m'avoir prévenu, sans m'avoir consulté d'aucune manière, sans qu'aucune plainte n'ait été formulée par moi-même contre aucun de ces agents, ils ont tous été affectés. Les plus proches ont été envoyés à Tawa. Certains ont été envoyés à Bosso, d'autres plus loin. Comme si le fait d'avoir assuré ma sécurité pendant ces 3 ans est devenu une faute grave pour lesquels ces pauvres agents doivent payer. Et à ma grande surprise, une nouvelle équipe, dans la composition de laquelle je n'ai été associé en rien, m'a été envoyée pour, dit-on, remplacer ceux qui sont partis. Mais à la demande de qui? J'ai constaté parmi ceux qui m'ont été envoyés que certains ont des liens très particuliers avec des gens qui veulent ma mort, des gens qui ne me veulent pas du bien du tout, et des gens qui ont été formés spécialement pour des opérations commando et inévitablement peut-être aussi pour des actions. Le président de l'Assemblée nationale qui prend en témoin l'opinion nationale et internationale de tout ce qui lui adviendrait au vu de la situation dans laquelle ces affectations ont eu lieu. J'ai considéré que l'intention de leur arrivée chez moi n'est pas fortuite. Elle répond forcément à un objectif bien précis. Donc j'ai
décidé que jusqu'à ce qu'on me laisse choisir moi-même les agents chargés de ma sécurité, je n'accepterai pas que de manière unilatérale, les autorités du gouvernement choisissent pour moi les gens qui vont garantir cette sécurité. Parce que je me sentirai plus en insécurité encore que si personne n'assurait ma sécurité. Donc je tenais à communiquer cette information à l'opinion publique de manière à ce que si demain quelque chose m'arrive, que tous les Nigériens et l'opinion publique internationale sachent que ce n'est l'œuvre de personne d'autre que ceux qui sont chargés de ma sécurité. Pour le moment, la sécurité du domicile du président de l'Assemblée nationale, qui était la cible d'un tir en février dernier, est assurée par des civils, précisément les éléments de la sécurité de son parti aux couleurs de Lumana, qui sont déjà en service et qu'on peut voir tout au long de son domicile. Réunis cet après-midi au siège du MNSD Nassara, à l'effet d'examiner la situation sociopolitique de notre pays, particulièrement celle qui prévaut à l'Assemblée nationale, plusieurs partis politiques membres de l'ARDR ont rendu public une déclaration. Les signataires de celle-ci apportent leur soutien aux partis politiques de l'opposition parlementaire pendant cette douloureuse épreuve dont ils attribuent la responsabilité au président de la République. Je vous propose de suivre la teneur de cette déclaration. Elle est lue par Husseini Salatou de l'ARDR. Cette attitude du président Issoufou Mahamadou et de ses mercenaires, dénotant leur mauvaise foi dans la lecture des textes qui régissent les rapports entre la majorité et l'opposition, traduit en réalité l'ambition démesurée et obsessionnelle du président de la République à détruire, vaille que vaille, les principaux partis de l'opposition et leurs leaders, qui constituent à ses yeux le principal obstacle à son passage en force pour un second mandat en 2016. En témoigne la dernière décision du ministre de l'Intérieur, prise hier nuit, de retirer en catimini l'ensemble du dispositif sécuritaire du président de l'Assemblée nationale, dont sa sécurité rapprochée, et ceci sans son accord, et à remplacer ce dispositif par une autre équipe, contrairement à l'usage à la matière. La crise ainsi créée de toutes pièces par le président Mahamadou Issoufou va atteindre son paroxysme au sein de l'hémicycle. Pour la première fois de l'histoire de l'Assemblée nationale du Niger, on assiste à des opérations inédites d'utilisation massive de moyens de l'État pour l'achat de conscience des députés. Au classique soutien contre poste que nous connaissons, s'ajoute aujourd'hui la nouvelle initiative du président Issoufou, soutien contre véhicules 4x4 V8 ou Hariban, et ou soutien contre espèces sonnantes et trébuchantes à hauteur de dizaines, voire de centaines de millions de francs CFA par député. Ainsi, des hommes qui ont été élus sur la base de la liste de leur parti politique et du programme de ces partis vont décider de trahir le contrat de confiance et surtout rompre le contrat moral qui les lie à leur parti et à leurs électeurs. Le président Mahamadou Issoufou et le nouveau président Kamamine du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed, s'entêtent à débarquer le président de l'Assemblée nationale Hamamadou du poste qu'il occupe parce que ce dernier, selon eux, veut faire échec à leur projet machiavélique, celui d'un passage en force en 2016. Par cette initiative hasardeuse vouée à l'échec, le président Issoufou Mahamadou a installé durablement une crise institutionnelle au sein de l'Assemblée nationale en bloquant le fonctionnement régulier de la dite institution. Ce faisant, il cherche à camoufler aux Nigériens les forfaits que lui et sa majorité commettent quotidiennement, tels que le fameux prêt Eximbank, le prêt congolais, le partenariat gouvernement Bouléré sur un chemin de fer qui relève de la chimère, etc. C'est pourquoi, face à la volonté délibérée du président Mahamadou Issoufou de démanteler les partis politiques de l'opposition, surtout ceux représentés à l'Assemblée nationale, face aux tentatives d'instrumentalisation et de domestication du système judiciaire, face à la crise ouverte à l'Assemblée nationale du seul fait du président Issoufou Mahamadou, face aux périls graves qui guettent la démocratie, la République et l'unité nationale, nous, partis politiques de l'opposition, signataires de la présente déclaration, 1.
Apportons notre soutien aux partis politiques de l'opposition parlementaire pour surmonter cette douloureuse épreuve imposée au peuple nigérien par le président Issoufou et sa majorité. 2. Apportons notre soutien indéfectible à leurs excellences Mahmoud Ousmane, président du CDS Rahama, président de l'ARDA, Seynou Oumarou, président du MNSD Nassara, vice-président de l'ARDR, chef de file de l'opposition, Hamma Amadou, président du Modène F. Aloumana, vice-président de l'ARDR, président de l'Assemblée nationale. 3. Félicitons et soutenons leurs excellences Mohamed Ousmane, ancien président de la République, Tanja Mamadou, ancien président de la République, Seynou Oumarou, chef de file de l'opposition, Hamma Amadou, président de l'Assemblée nationale, tous membres du Conseil de la République, pour leur sens élevé de responsabilité et l'amour de la patrie dont ils font montre en demandant au président Mohamed Issoufou la convocation d'une réunion extraordinaire du Conseil de la République en vue de trouver une solution de sortie de crise à la situation délétère créée à l'Assemblée nationale. Enfin, nous, partis politiques signataires de la présente déclaration, demandons au Premier ministre, président du Conseil national de dialogue politique, la convocation, dans les meilleurs délais, d'une réunion extraordinaire du CNDP pour statuer sur les points suivants. 1. Le rehaussement du nombre de députés passant de 113 à 171. 2. Le respect du statut de l'opposition. 3. Le vote des Nigériens à l'extérieur. 4. Le mode de scrutin pour les futures élections. Tout en soutenant l'opposition parlementaire, nous, partis politiques signataires de la présente déclaration, réaffirmons notre détermination à défendre la démocratie, la République et l'unité nationale. Vous allez suivre dans quelques instants 2 parties magazines dans ce journal, mais tout d'abord ce reportage sur le CS Kwarakano, plus connu sous le nom de CEG25, qui a soufflé ses 14 bougies ce matin. À cette occasion, une grande cérémonie a été organisée dans l'enceinte du dit établissement, une manière de créer un climat de cohésion entre les élèves, les enseignants et les responsables administratifs. Reportage sous les Moumouni Barma. Plusieurs activités ont marqué cette cérémonie qui consacre les 14 ans d'existence du CS Kwarakano. Une fête qui est en sa 3e édition, riche en animations avec des poèmes, des sketchs, de la danse chorégraphique et des combats de lutte traditionnelle. Une manifestation bien réussie grâce au dynamisme du comité d'organisation. C'est le lieu de faire donc une mention spéciale à l'ensemble du comité d'organisation pour sa mobilisation, sa détermination, sans quoi cet événement serait impossible. 14 ans d'existence, le CS Kwarakano est aujourd'hui adolescent. Certes, comparaison n'est pas raison, mais il s'agit assurément d'une coïncidence malheureuse au vu de soubresauts auquel nous avons assisté cette année. Loin de faire un procès de l'année, mais d'appeler les uns et les autres à plus d'ardeur et au sens élevé du devoir. Créer un climat de cohésion entre les élèves et leurs enseignants, donner un esprit de dialogue aux élèves du CS Kwarakano sont entre autres objectifs visés à travers l'organisation de cette fête. L'objectif visé à travers cette fête-là, c'est vraiment créer un climat d'échange mutuel entre les élèves, les enseignants, les parents d'élèves. Au départ, nous avions voulu coupler cette fête-là à une journée de plaidoyer, mais compte tenu en tout cas de beaucoup de facteurs, nous n'avons pas pu organiser en fait le plaidoyer comme ça se doit. Mais nous sommes dit que comme l'année est presque à sa fin, il est quand même nécessaire d'organiser toujours cette fête-là, puisque maintenant elle est devenue une tradition pour nous. On avait franchement voulu identifier les problèmes qui minent l'établissement ou l'école de façon générale. Ensuite, tenter de monter le dossier et aller vers les partenaires. En tout cas, une façon de montrer aux élèves que ce n'est pas par la rue seulement qu'on peut revendiquer. Il y a une autre façon aussi de revendiquer à travers le plaidoyer en faveur de l'école, en faveur donc de l'établissement ou en faveur de l'école de façon générale.
La fête a été de plus belle et s'est achevée dans une atmosphère de joie avec le plaisir de se retrouver l'année prochaine pour le 15e anniversaire de la création du CES Kwarakano, plus connu sous le nom de CG25. Un bon exemple à suivre pour l'ensemble des établissements scolaires. C'est la fin donc de ce journal et donc je vous souhaite une très bonne soirée et bonne réception.